Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mercredi 22 janvier 2020, ça fait 5 ans, jour pour jour, que je suis arrivé en exil en France, après avoir échappé à la mort plusieurs fois dans mon pays, le Gabon, parce que un homme avait décidé du nombre de jours qui me restait à vivre sur Terre. Cet homme, c'est Ali Bongo, qui a transformé le Gabon en dictature, alors que le Gabon était le fleuron de l'Empire africain sur tous les plans. L'exil était le dernier choix qui s'offrait à moi. Parce que je vois souvent des personnes dire oui, il est bien, tu es bien en France. Personne ne quitte son pays pour aller s'installer ailleurs. Quand on quitte son pays, c'est qu'il y a un problème.
Même les gens que vous voyez en France, qui viennent d'autres pays africains, c'est parce que ça va très mal chez eux. Si ça allait très bien chez eux, personne n'irait vivre ailleurs. Parce qu'on ne quitte pas son pays volontairement pour faire un saut dans l'inconnu. En ce qui me concerne, tout le monde sait que j'avais atteint le summum dans la profession. J'étais directeur de la rédaction, c'est le summum dans ce métier. Et quand on se trouve en exil comme ça peut paraître bizarre. Parce que en exil, on est comme un aigle en voyage. On perd sa valeur, on n'est pas respecté à sa juste valeur. Surtout ces pays que la France, où on confond exilé économique avec exilé politique. Le premier choc a été celui-là. Quelqu'un qui était habitué à vivre avec sa famille, il fallait se retrouver en vase clos dans ce qu'on appelle au Gabon un studio. Parce que quand tu es habitué aux grands espaces, ça devient difficile d'être confiné à un petit studio de 35 mètres carrés. Ça a été ça et dans ma tête, le retour au Gabon était imminent. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses, un certain nombre de signaux qui prouvaient que cet exil n'allait pas durer. Tout le monde était remonté, tout le monde voulait faire partir Ali Bongo. Mais je crois que nous avons nous tous sous-estimé la capacité de nuisance de cet individu. Il était chancelant, mais il y avait des gens qui lui donnaient des béquilles pour qu'il tienne sur ses guiboles. Et lorsqu'on est en exil, on voit ceci. Parce que l'exil est monotone. Les jours passent lentement. Les jours peuvent paraître des semaines. Les semaines peuvent paraître des mois. Et les mois peuvent paraître des années. On ne voit pas le temps passer, c'est monotone. Surtout quand on est réfugié politique. Parce que ce ne sont pas les mêmes contraintes que les réfugiés économiques. Donc ça a été ça le premier choc. Je connaissais la France pour y avoir souvent séjourné, pour y avoir été formé. Mais je n'allais pas connaître la France. Je n'espérais pas connaître la France en tant que terre d'accueil pour mon exil. Mais je n'avais pas de choix parce qu'en Afrique, aucun pays n'est sécurisé. Quelqu'un qui prend le risque de rester en exil en Afrique, il peut à tout moment être rattrapé par la dictature de son pays et être envoyé à la mort. D'ailleurs, ce soir, j'ai une idée toute particulière pour mes frères qui sont encore dans les pays africains, qui n'ont pas encore réussi à rallier l'Occident. Je prie beaucoup pour eux chaque jour parce que je sais ce qui arrive souvent dans ces pays. Lorsque j'étais à l'étape du Cameroun, le point de départ de ces longs et douloureux exils, on me racontait des anecdotes d'Obiangema qui envoyait ses mercenaires pour prendre les exilés équato-guinéens là sur le sol camerounais et les exécuter dans son pays. Je me disais, mais ça peut m'arriver aussi, surtout que le Cameroun est proche du Gabon. Mais à un moment donné, je me suis senti comme poussé par une force. Et quand je suis arrivé en France, je me suis dit, j'ai eu la chance de rallier la France avec toutes les difficultés que je vous ai énumérées. Il est inutile de revenir là-dessus. Toutes les difficultés que vous avez découvertes tout au long de mon exil, cette odyssée. Je me suis dit, ben tiens, j'ai la chance d'être ici. Il faut que je profite de cette liberté pour dire haut tout ce que les autres journalistes qui sont au Gabon pensent tout bas et qui n'ont pas le courage de dire ça. Donc je me suis lancé dans ces combats, participant aux conférences, ça et là, faisant du lobbying partout.
Donc, les premières années ont été ça, mais n'est pas oublié aussi d'être en phase avec les lois du pays d'accueil. Parce que quand on arrive dans un pays, la première chose à faire, c'est d'être en phase avec les lois de ce pays d'accueil. J'étais parmi les Africains qui pensaient qu'on n'avait pas besoin de la double nationalité parce que à tout moment dans notre pays, on pouvait avoir des opportunités de faire la politique à un échelon plus supérieur et être bloqué à cause de la deuxième nationalité. Donc, je n'ai pas, lors de mes précédents séjours, je n'avais pas pensé à ça. Donc, il a fallu refaire toute la démarche qui consiste à avoir des documents français. Et Dieu merci, j'avais été aidé dans cette laborieuse tâche par les autorités françaises qui connaissaient ma cause. Parce qu'elle est tombée pendant la période de Charlie. Et c'était une chance pour moi. Et la grande difficulté que j'ai eue, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il y avait le patriotisme a fait de moi un aveugle. Mais c'est l'exil qui m'a rendu la vue. Parce que quand je venais, je me disais, bon, tout le monde est comme moi, tout le monde aspire au changement. Mais on ne savait pas qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui étaient infiltrés. Donc, les grandes difficultés auxquelles je fais face, c'était un peu la naïveté. Parce que quand on est de bonne foi, on a tendance à penser que les autres le sont. Et on a tendance à accorder une confiance, vraiment une confiance aveugle à nos partenaires. Et ça a failli me coûter la vie parce que le régime avait infiltré plusieurs personnes pour m'avoir. Heureusement, j'ai cette force divine qui me protège. Je sais qu'ils sont nombreux à prier pour moi à travers le monde. Les gens qui connaissent le Gabon, les gens qui sont du Gabon ou qui sont les amis du Gabon, ils sont nombreux à prier pour moi. D'ailleurs, je voulais leur dire merci ce soir parce que je n'ai pas pensé un seul instant que je ferais 5 ans en France. Je pensais que je retournerais. Et je me suis dit, si je ne retournais pas, je ne pensais pas vivre 5 ans. Parce que chaque jour était une course d'obstacles. Quand j'enjambais une difficulté aujourd'hui, le plus dur restait à faire le même exercice demain. Et ça a été le plus pénible pendant ces 5 ans. Parce qu'il fallait chaque fois, il fallait changer de numéro, il fallait déménager de temps à autre à chaque fois. Nous qui avons cette bonne foi, on pense que les autres le sont, disais-je. Et parfois, quand vous avez une personne, vous lui montrez la maison. Si vous avez par exemple une amie, vous pouvez lui faire confiance. On se dit, bon, si vous êtes de bonne foi, les autres le sont. Mais malheureusement, c'est chimérique. Donc, j'ai péché de par ma naïveté. Et je me suis retrouvé donc obligé de changer régulièrement de maison, de déménager. Et ça a été le plus complexe parce que à chaque déménagement, ça suffit sa peine. Chaque déménagement, on perd des relations. Par exemple, au Muro, où j'ai passé 3 ans, j'avais des amis, je m'étais fait un cercle relationnel qui constituait ma deuxième famille. Parce qu'en exil, la solitude est la seule maîtresse à laquelle on ne résiste pas. Surtout quand tu ne bois pas, tu ne fumes pas, comme moi, c'est compliqué. C'est très complexe. Je m'étais fait ces amis et les laisser, ça a été douloureux pour moi. Ça a été douloureux parce que je me disais, mais je vais encore à un lieu inconnu. C'est comme si j'ai changé de pays. Et même là, dans la perspective pour moi de partir de la France, ça m'angoisse. Parce que quand je suis arrivé au Cameroun, je me suis dit, bon, les choses allaient s'arrêter là. Que l'exil allait s'arrêter au Cameroun d'abord dans un premier temps. Après, les mesures sécuritaires se sont imposées à moi. J'étais obligé de partir. J'arrive en France et je découvre que la France aussi n'est pas hautement sécurisée qu'on le pense. Parce que ces pouvoirs a des associés ici et peut arriver à tout moment atteindre ses cibles. Donc, je vous l'avais annoncé que je vais être obligé. 5 ans après, ça suffit pour moi. Connaître la France et découvrir que ce n'est pas un terrain qui me permettrait de rester longtemps et mener librement mon combat. Sauf vraiment à vivre reclus. Mais ce n'est pas possible parce que lorsqu'on a des réunions politiques, on est tenu à être là. Et
Les gens peuvent se poster quelque part pour suivre votre voiture, suivre votre itinéraire. Tout ça, c'est compliqué quand on a une vie comme ça, où on ne vit plus, quand on était habitué à sa liberté. Parce que l'exil, sous cette forme, ressemble à une prison dorée. La seule différence, c'est que vous circulez dans la ville, mais en vous retournant de temps à autre. Parce que vous savez qu'à tout moment, le danger peut surgir. L'avantage que nous avons ici, c'est que il y a des caméras de surveillance. La preuve, c'est que parmi les gens qui avaient tenté de faire du mal, il y a d'autres qui ont été identifiés par une caméra de surveillance. Donc, c'est ça l'avantage en France. Mais le problème, c'est que c'est après coup. Même si on retrouve les gens qui vous auront agressé, qui vous auront tué, mais vous, c'est déjà parti. Et c'est une perte pour le pays. Et quand on peut vivre, on est obligé donc de redoubler de vigilance. Mais en ce qui me concerne, je serai obligé, moi, dans quelque temps, de partir de la France. Parce que c'est nécessaire pour moi. Le pays est en train d'aborder un tournant décisif de son histoire au travers la tournure prise par les choses. Et il va falloir être encore en sécurité. Je l'ai dit à tous les combattants qui parlent encore avec moi. Je leur ai dit de redoubler de vigilance parce que nous sommes en train de traverser une période cruciale. Et pendant cette période, beaucoup de gens tomberont. Beaucoup tomberont en champ d'honneur. J'espère ne pas être parmi ceux-là qui tomberont en champ d'honneur. Parce que j'aimerais voir la libération de ces pays pour lesquels je me bats depuis 15 ans. Et voilà 42 ans qui arrivent. Qui eût cru personne. Moi, je n'avais même pas pensé un seul instant que 42 ans me trouveraient en exil. On sait quand on vit, on ne sait pas quand on repart. Il y a des familles qui sont là. Chez mon précédent bailleur, par exemple, le, son ex-mari, la bailleresse, ma précédente bailleresse, la précédente, donc, elle avait, son mari, c'était quelqu'un qui avait fui la dictature espagnole. Et son mari était venu en France à l'âge de 4 ans avec ses parents qui avaient fait la prison. Et même lui, bébé, il a fait la prison parce qu'on l'a enfermé avec ses parents. Après, ils sont venus en France en exil. Et il n'est plus reparti. Il n'est plus reparti. Et il est mort ici, il a été enterré ici. Et quand vous voyez ces expériences, ce ne sont pas des expériences positives. Ça fait réfléchir. Mais en même temps, on n'a pas de choix parce que on se dit, si on veut vivre et continuer à garder la liberté, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a que l'exil. Si vous restez au pays, vous vous taisez. Mais est-ce que moi je suis capable de me taire? C'est pas évident. Si je me tais, je vais souffrir peut-être des démangeaisons buccales. Parce que je suis un anticonformiste. Quand on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Et ça, Ali Bongo n'apprécie pas ça. Il aimerait qu'on lui dise qu'il est beau, il a un beau costume. Mais moi, je serai là pour toujours dire qu'il a un costume à plisser. Et ça ne l'arrange pas. Vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Là, ils veulent arrêter Marcel Ibama, Jean-Rémy Yama, Georges Paga et Justin Malanda. Parce qu'ils ont osé porter plainte contre Noureddin. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ont tort. Donc, moi, je vais poursuivre mon long et douloureux exil ailleurs. C'est dommage parce que les pays que j'ai choisis sont très loin. Il y a un qui est à 18 heures d'avion de la France, l'autre qui est à 15 heures. Donc, il ne sera plus facile pour moi de venir régulièrement en France. Parce que le billet d'avion coûte cher. En même temps, si on veut vivre, on se protège. Si on veut être libre de continuer ce combat avec fermeté, on est obligé de faire ça. Parce qu'au Gabon, j'ai l'impression que beaucoup comptent sur nous en exil. Nous qui sommes à l'étranger. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de parler, de dénoncer des choses.
Donc, je vais me mettre dans des conditions qui me permettent de continuer ce combat avec... C'est dommage pour le cercle relationnel que je me suis fait déjà ici. Parce que le plus douloureux, c'est de partir. Je suis quelqu'un... je m'habitue facilement aux lieux et aux hommes. Même mon dernier déménagement, ça a été douloureux parce que je m'étais déjà habitué aux gens. Et c'était douloureux de partir. Mais il y a des choix qui s'imposent. J'ai comme l'impression que là, je vais encore quitter le Gabon pour partir ailleurs. Parce qu'il y a des choix qui s'imposent à nous et on est obligé de s'y plier. Et ça va être ça malheureusement. L'avantage de la France, c'est qu'à tout moment, on pouvait aller à l'aéroport Charles de Gaulle et voir quelqu'un qui va au Gabon, envoyer un colis, recevoir un colis. S'il y a un problème, on peut vite intervenir. Mais dans les pays où je dois partir, c'est un peu compliqué parce que c'est des décalages horaires de 7 heures, de 9 heures. C'est compliqué. Donc, moi je serai là, je vais partir. Je vais malheureusement vendre tous mes effets parce que quand on voyage, on n'a pas besoin de ça. Et vous voyez combien de fois la vie est difficile parce que c'est un éternel recommencement. Je suis parti du Gabon, j'ai tout laissé, j'ai été obligé de tout vendre. Parce qu'il me fallait avoir une voiture. En France, il fallait tout vendre. Les voitures qui étaient restées au Gabon n'allaient pas me servir. Parce que non seulement c'était des bolides difficiles à entretenir, mais je ne savais pas à quel moment j'allais rentrer. J'étais obligé, en dehors d'une seule, que j'ai laissée à ma compagne, qui est restée là-bas. Le reste, j'ai vendu. Parce que quand on est en voiture en France, on sent moins le froid aussi. Vous avez le chauffage dans la voiture, moins de contraintes et c'est plus en sécurité aussi. Vous êtes plus en sécurité parce que vous évitez beaucoup de personnes. Depuis que j'ai commencé à circuler en France à bord de mon véhicule, je n'ai pas encore rencontré les Gabonais sur la route. Parce que d'abord, c'est des routes qui sont divisées, qui sont séparées. Vous avez peu de chances de vous rencontrer. Donc, vous êtes plus en sécurité. Donc, partir de la France, laisser ce qu'on avait déjà, ça fait mal. Je vous assure que c'est un choix douloureux à faire. C'est un choix qui s'apparente à celui que j'ai fait au Gabon, qui consistait à tout abandonner, à laisser sa femme, à laisser ses enfants, à laisser sa mère, à laisser ses soeurs, à laisser ses frères, à laisser ses amis, à laisser ses collègues. C'était le plus douloureux. Parce que j'ai horreur de répéter les mêmes choses. Mais je n'ai pas de choix à ce niveau-là. Partir, combien de personnes vous suivent dans votre choix? Vous allez tomber sur une femme, par exemple, qui vous dira c'est toi qui as choisi le combat, moi je n'ai pas choisi le combat. Donc je ne suis pas obligé de te suivre. Donc vous êtes obligé de reprendre à zéro. Après on vous dira, ah oui mais cet homme-là il est instable. Il est instable, comment se fait-il qu'il change de femme? Les gens ne comprennent pas. Ou la personne ne te suit pas sur le plan comportemental, ce qui devient aussi un danger. Parce que quand on ne peut pas t'atteindre directement, on peut passer par la personne qui partage ta vie. Et ça a été l'aspect le plus complexe en exil, en ce qui me concerne. Je me suis retrouvé dans cette situation où je connais des personnes dont le comportement ne suivait pas. Le comportement ne présentait aucune garantie de sécurité. Donc, obligé à un moment donné de m'en débarrasser. Parce que le crabe, pour entrer dans un trou, se débarrasse de ses tentacules. Donc, j'étais obligé de faire ces sacrifices-là, ces choix difficiles, mais qui sont nécessaires, qui me garantissent la vie. Il y a des gens qui disent souvent, mais oui, mais s'il était vraiment... Si ce pouvoir voulait l'atteindre, il l'aurait tué. Mais non, je n'ai pas donné l'occasion. De toute façon, on dit chez moi au village que le rat palmis qui précède dans un terrain
ne se laisse pas brûler la queue. Le roi palmiste qui précède dans un terrier ne se laisse pas brûler la queue. Il ne laisse pas sa queue dehors. Il la met à l'intérieur, il la plie. Parce qu'il sait que s'il la laisse, les gens vont la plier. Donc j'essaie de prendre ces mesures. Je n'ai pas été à 100% prudent parce que j'ai commis des imprudences pendant les 5 ans. Pendant les 5 ans, ça n'a pas... J'ai manqué de vigilance, j'ai baissé et c'est à ce moment-là que j'ai failli payer de ma vie. Vous avez vu ce qui était arrivé. Voilà, je vois que le live est signalé du côté de... Le live est signalé sur YouTube. C'est pas grave, rabattez-vous sur Facebook. Donc, les 5 ans, ça a été ça. Les 5 ans m'ont permis aussi de peaufiner un travail intellectuel. Écrire des livres que je vais faire paraître et je reviendrai en France aussi de temps en temps pour ça. Parce que je tiens à ce que ça apparaisse en France. Il y a un grand réseau de distribution en Afrique francophone. Parce que ça s'adresse d'abord à l'Afrique francophone. Donc, les 5 ans, j'ai écrit pratiquement 5 livres. Il y a l'insupportable tome 1, insupportable tome 2. Il y a des proverbes du grand-père. Je sais que beaucoup en sont friands, qui seront servis. Il y a Adèle. Et puis un autre qui est consacré à ma mère. Ma mère parce que c'est une femme formidable. Une femme très courageuse. Je l'ai eue ce soir au téléphone. Et je lui ai dit, maman, ça fait 5 ans que je suis en exil. Elle dit, j'essaie. Elle compte. Elle voit. C'est vrai qu'elle est aujourd'hui obnubilée plus par l'idée de me voir avant de tirer sa révérence. Parce qu'elle est assez vieille. Et elle te pose la question, tu reviens quand? C'est difficile, c'est comme mes enfants qui grandissent sans que je ne sois là pour guider leur pas. Souvent, ils demandent, papa, tu reviens quand? Ma dernière fille que j'avais laissée à 2 ans, je l'ai laissée à 2 ans, elle a 7 ans aujourd'hui. Parfois, on vous envoie une photo, vous demandez, mais ça, c'est qui? Alors que c'est votre propre fille. C'est l'aspect le plus douloureux à l'exil. De voir vos enfants grandir rien qu'à travers des images, à travers des vidéos. Ne pas être là pour guider leur pas, pour leur donner l'éducation que tu souhaites qu'elle la tienne. Et ne pas être là quand il s'agit de grandes occasions, c'est l'aspect le plus complexe. Mais est-ce que j'ai un choix? Parce qu'au stade où je suis arrivé, je ne peux plus reculer. Je vous assure que je m'attends au meilleur comme au pire. Je m'attends à voir la fin de ce combat, tout comme je m'attends aussi à être envoyé à la mort. Parce qu'un homme prévoyant doit regarder tout ça. Il doit se dire, mais s'il arrivait que je meure, qu'est-ce que... Et ça, je préparais les miens. Même mes enfants sont préparés à cette éventualité. C'est difficile de parler comme ça aux enfants, mais vaut mieux les prévenir. En leur disant, écoutez, si je meurs, sachez que je me serai battu pour vous, que je serai mort pour vous, que j'aurai donné mon sang pour vous. Et ça, ils ne sont pas nombreux à accepter ce langage. Quand on parle, moi je vous dis souvent, ça choquait. Je suis allé, quand j'habitais encore en Ile-de-France, quand j'habitais encore en région parisienne, au Muro, dans le 78, je suis allé voir un couturier ouest-africain et je lui ai demandé de me confectionner un drapeau gabonais. Je dis un drapeau gabonais. Il a confectionné un premier drapeau gabonais petit que j'amenais au Trocadéro quand j'allais faire la marche. Et une semaine après, comme il a fait mon travail, je suis reparti pour dire, tu me confectionnes un drapeau plus grand. Et il m'a dit, c'est pour faire quoi?
Je lui ai dit, mais c'est au cas où je meurs. J'ai dit, si je meurs, ce drapeau va envelopper mon cercueil parce que j'aimerais aller reposer en paix sur la terre de mes aïeux et être enterré par ce drapeau. Il a dit, mais monsieur, pourquoi vous parlez comme ça? J'ai dit, mais je sais que je ne suis pas immortel. Et ce drapeau, il est là. Il est très grand. Assez grand pour couvrir le cercueil même de 2 mètres. Donc, j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, je suis préparé à tout, même à mourir en exil, à rentrer dans un cercueil. Beaucoup de réfugiés politiques sont morts en exil. Ils sont rentrés chez eux dans un cercueil. Beaucoup sont morts, ne sont même pas rentrés. Même des Gabonais, je connais. Il y a un réfugié politique gabonais qui était un cousin à moi. Jean Matombi, il est mort à Sens dans le 78. Non, le 77, autant pour moi. Il est mort, il n'est pas rentré dans son pays. Mais moi, j'ai découvert ça en retard. Il est mort vraiment incognito. Parce qu'il vivait éloigné. Ce n'est plus n'importe qui pouvait arriver chez lui. Le risque, c'est celui-là. Parce qu'on n'amène pas des gens chez soi. Vous êtes obligé de donner votre numéro, le numéro de téléphone de vos parents à votre bailleur, par exemple. En cas de problème, prévenir telle personne ou appeler tel ami. Il est mort. Moi, je l'ai découvert une semaine après parce que c'est pendant la période où j'étais hospitalisé. Quand j'avais été empoisonné, ça m'a fait très mal parce que ces conseils étaient encore présents dans mon esprit. Notre dernière conversation qu'on avait eue, quand j'ai fait une vidéo virulente contre Ali Bongo, il m'avait appelé pour commenter cette vidéo. Et quand il est mort, je voyais encore ce message. Ça m'a choqué. Je me suis dit, mais tiens, moi aussi ça peut m'arriver. Donc, un homme prévoyant voit le mal de loin. Quand ce monsieur m'a dit, mais non, c'est pas normal que tu fasses. J'ai dit, mais si. Mais en France, par exemple, il y a des gens, on a mis déjà en place des assurances, rapatriement de corps, assurance obsèques et tout. Ça existe. Pourquoi? Parce que les gens sont prévoyants, parce qu'on sait qu'on doit partir. Il faut se préparer justement. Mon seul regret, c'est d'aller très loin, parce que plus je m'éloigne de la France, plus les chances pour moi de revoir mon pays même mort, ça m'énuise. Parce que les transferts de corps sont très coûteux. Partir, j'ai vu quelqu'un qui parlait de Sydney tout à l'heure. Par exemple, partir de Sydney euh, c'est loin pour rentrer au Gabon. Mais on se dit, il n'y a pas de terre, on ne peut pas enterrer les gens. Mais pour le traditionnaliste, le conservateur que je suis, on est plus proche de son pays, on se sent mieux si on est enterré à côté des siens. Parce que vous avez des enfants qui viendront de temps en temps se recueillir sur votre tombe, venir prier quand ils sont en difficulté. D'ailleurs, c'est un peu avec mon père, c'était comme ça, mon défunt père. J'allais rarement euh, au cimetière. Quand je partais là-bas, c'est qu'il y avait une situation difficile. C'est là où je partais avec mes tantes pour aller faire une prière. Et à chaque fois que je partais là-bas, quand j'étais en difficulté, je faisais une prière, ça marchait. Parce que son esprit veille sur moi. D'ailleurs, c'était le cas avant de prendre le chemin de l'exil, parce que tout le monde savait que j'étais en danger de mort, que j'allais mourir, certainement. Il fallait, je suis parti parler à mon père, pour la dernière fois avant longtemps, mon dernier voyage. Parce qu'il savait que quelque chose allait se passer. Je suis allé avec mes tantes, parce que ce sont elles qui introduisent. Elles ont commencé à lui parler. Je suis allé aussi chez une défunte tante à moi, celle chez qui j'ai resté même plus de temps par rapport à ma mère. Et j'ai parlé justement.
Et avec tout ce qui avait été fait, on m'a dit, tu partiras. Je savais. Parce que mon père, je rêve de lui rarement. Je ne rêve de lui que quand il y a des situations difficiles. Comme en ce moment, il y a une situation difficile, il est venu me parler. Moi, je suis d'une famille très spirituelle. Et on ne néglige rien. Donc, ces 5 ans m'ont permis de connaître la France, de connaître aussi le caractère des Gabonais. Des Gabonais qui sont mauvais, parce que ce sont eux qui me poussent à partir. Ce qui me fait peur, ce n'est pas Ali Bongo. Qu'Ali Bongo me combatte, qu'Ali Bongo veuille me tuer, ça c'est logique. Les dictatures sont comme ça. Mais qu'il y ait des Gabonais qui font semblant d'être dans l'opposition et qui servent d'indic pour me localiser, pour dire avec telle personne je sors ou avec telle personne je vais au restaurant, je trouve que c'est fort de café. C'est ça, cet aspect qui me fait plus mal. De voir que les Gabonais vendent leurs propres frères, parfois des étrangers. Et ça, dans les 5 ans que je passais en France, j'ai appris le mauvais côté. Au départ, ceux qui m'ont précédé m'ont donné des conseils, me disant, toi tu embrasses tout le monde, tu vas découvrir les gens, fais attention parce que ta mort viendrait de ces gens-là. Roger disait au départ, bon, que c'était de la compta. Mais après, quand j'étais victime, je compris que le Gabonais est méchant. Il vend son frère pour rien. Il ne dit jamais du bien de son frère ou de sa soeur, toujours du mal. Que n'ai-je pas appris à mon propos? On a tout dit sur moi. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur ma personne? Les gens qui ne me connaissent même pas m'inventaient une vie. Il y a des Gabonais qui sont là, qui vont même pactiser avec les étrangers pour rien que me tuer. Les gens sont dans la galère au lieu de chercher du travail. Le travail qu'ils ont trouvé, c'est d'être indique de pouvoir pour localiser d'autres Gabonais qui combattent. Comment voulez-vous que je reste dans un pays comme ça? Pour moi, la France me dégoûte à cause de ça. Ce n'est pas les habitants, ce n'est pas les Français qui me dégoûtent, mais les Gabonais de France me dégoûtent. Vous pensez que ça fait plaisir d'être seul dans une grande maison? Non. Ça ne fait pas plaisir d'être seul dans une maison. Parce qu'on peut tomber malade la nuit. Et quelqu'un qui était habitué à être avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses neveux, quand on se trouve seul, 5 ans, seul, c'est lourd. Ce que j'ai subi, si j'avais été faible, j'aurais un traumatisme pendant des années. J'aurais un traumatisme pendant des années. Parce que chez les Blancs, la moindre preuve, on met une cellule de crise, on t'envoie chez le psychologue. Mais moi, j'ai dompté le mal seul, sans l'aide d'un psychologue. Et pourtant, ce que je subis, c'est un traumatisme. Je n'en parlais pas. Beaucoup ont découvert ça. C'est lorsque j'ai fait les vidéos retraçant l'itinéraire de mon exil et les épreuves que j'ai connues. Mais moi, j'ai dompté ça seul. Mais je vous assure, s'il y a des Gabonais qui m'écoutent, qui veulent aller en exil, je ne vous conseille pas la France. S'il y a des Gabonais qui viennent en exil, je ne vous conseille pas la France. Je vous conseillerais d'autres pays. Allez-y soit aux États-Unis, soit au Canada, soit même en Australie. Là-bas, vous serez plus en paix. Parce que les Gabonais de France, je n'ai jamais vu, pas tous, hein, mais surtout ceux qui sont dans la galère et qui ne travaillent pas. Parce que celui qui travaille n'a pas le temps d'envier quelqu'un. Il n'a pas le temps d'aller s'asseoir quelque part pour chercher à nuire à son frère. Mais ce sont les galériens là qui sont là uniquement pour chercher à nuire aux autres. Je vous assure, j'ai fait du bien. J'étais rentré, je n'avais pas moins de 15 millions avec moi dans les poches. Tout le monde m'a fréquenté, tout ça. J'ai aidé la plupart des gens. Et ce sont ces gens-là justement qui, quand je ne donnais plus, ont commencé à inventer des histoires sur moi.
pour me discréditer, pour me noyer. D'autres ont commencé à tuer mon nom dans la perspective de me tuer physiquement. Je remets tout ça à Dieu. Dieu va s'occuper d'eux. Parce que j'ai une grande protection. Ma grande protection, c'est la bonté de mon cœur. Quand vous avez un bon cœur, je vous assure, Dieu vous protège. Quand vous servez le peuple, Dieu est avec vous, Dieu vous protège. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'échapper à toutes les choses trappes qui n'ont pas manqué sur mon chemin. Parce que Dieu voit mon cœur. Je suis pur. Je ne suis pas rancunier. On peut se palabrer tout à l'heure et après, on se parle. Parce que je n'ai pas appris à être méchant. J'ai pas appris. J'ai grandi dans une famille de 42 gosses. Où on se palabrait, on se battait. Mais le soir, nous étions assis dans la même salle, en train de partager le même repas. Et la nuit, dans le même lit, en train de partager les mêmes couvertures. Donc, ça a développé en moi un esprit d'ouverture, un instinct grégaire. Et c'est ce qui fait ma force. Et le bien éloigne du mal. Quand vous faites du bien, vous vous éloignez du mal. Tout le mal que les gens peuvent faire, ça ne vous atteint pas. Je ne suis pas Dieu. C'est vrai que je sens comme une force divine qui me pousse à faire ce que je fais. Ça, c'est évident. On ne peut pas arriver à ce niveau-là par hasard. J'en suis conscient. Même si à un moment donné, je faisais semblant de l'ignorer. Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, après les 5 ans en exil, tout ce que j'ai traversé, j'ai compris qu'il y a une force divine, que Dieu est de mon côté, parce que je suis du bon côté. J'ai vu des gens comploter, me détruire et ne jamais reconnaître le mérite que j'ai. C'est ça le comble du Gabonais. Ils ne reconnaissent jamais le mérite, surtout le Gabonais de France. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Et ça a été l'un des plus grands chocs pour moi, en exil. Parce que je me suis dit, ces gens-là qui ont duré ici, ont certainement déjà pris les habitudes des Blancs, qui sont davantage civilisés. Mais c'était une erreur d'appréciation. Les gens ont quitté le Gabon, ils ont voyagé avec leur villageoisie, avec leur esprit fielleux, et du coup, ils transforment la France en pandémonium. Et c'est bien dommage. Mais ce soir, je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu toujours. Parce que j'ai fait la première partie du travail. 5 ans, c'est beaucoup, c'est une demi-décennie. Je veux dire merci à la première famille qui m'a accueilli ici. C'est la famille d'Olivier. Je veux dire merci. Je veux dire merci à sa maman, Jojo, qui est même connectée en ce moment. Parce que elle était la première personne quand je suis arrivé. Moi où je déposais mes bagages à l'hôtel. Le téléphone a sonné, je venais de mettre une puce. Et j'ai mis mon numéro WhatsApp pour dire que je suis arrivé. Joignez-moi désormais à ce numéro. Et c'est la maman là qui a appelé. Et elle m'a fait passer tous ses enfants pour me souhaiter la bienvenue et me proposer ses services. Ça marchait. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu d'anicroche avec cette famille. Parce que cette famille est devenue garante, Olivier notamment. Il est devenu mon garant dans les 2 appartements que j'ai occupés en Île-de-France. Celui qui était mon garant. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, il était là. Tout comme sa mère, à chaque fois qu'il y a un problème, elle a toujours répondu présente. À chaque fois qu'il y a une fête chez eux, on m'invite, je suis là. Je me retrouve comme en famille. Parce que la famille n'est pas seulement biologique. Mais les gens qui te prennent la main quand tu es en difficulté, ce sont ceux-là aussi tes parents. Et je veux dire merci beaucoup à cette famille. J'ai souvent entendu les gens dire les femmes. Mais il y a des femmes exceptionnelles. Dans cette famille, je ne l'oublierai jamais. Même si je rentrais au Gabon et qu'elle restait ici, je reviendrai de temps en temps, parfois descendre chez cette famille-là. Parce qu'elle fait partie désormais de moi. C'est une partie désormais de moi.
Parce que je venais d'arriver dans des conditions difficiles, traumatisantes. Il fallait que les gens me tendent la main. Et un autre homme à qui je dis merci ce soir, c'est Jean-Pierre et son meunier, le grand frère de mon collègue et frère Désiré Nam. C'est sage, l'un des rares sages que j'ai trouvé dans la diaspora. Parce que, en plein hiver, il venait me prendre avec sa voiture pour m'amener à la préfecture où il y a des rendez-vous, où on fait la queue, où parfois vous avez jusqu'à 600 personnes. Mais il était patient, il était là. Pour dire il faut que tu aies ton titre de séjour, il ne faut pas que tu sois en situation irrégulière. Même si tu es journaliste, il faut que tu sois en situation régulière comme tous les citoyens. Et il m'a pris par la main. Et quand il a senti que c'était pénible pour moi, il était là pour me donner des conseils. Avec sa femme Gina, qui est une femme exceptionnelle. Je dis merci. Je voulais dire aussi merci à Christian Mayanji, mon cousin, qui me donnait souvent des conseils et qui me demandait de marcher sur les œufs et qui parfois me disait non, ne dis pas ça parce que tu es ici. Et je l'écoutais parce que celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Donc Christian Mayanji aura été d'un grand apport pour moi. Tout comme ma petite fille Jévi Kumba, qui n'est plus en France malheureusement. J'espère que nous nous reverrons. Elle était là pour guider mes pas aussi. Parce que la France que j'ai connue en tant que quelqu'un qui venait pour les études ou en tant que quelqu'un qui venait pour le tourisme, ce n'est pas la même France que j'ai connue en tant que résident. Et il me fallait me faire accompagner par certaines personnes. Je veux dire aussi merci à Omérine, une sœur camerounaise, qui aussi m'accompagnait dans les démarches. Il y a des gens qui ont joué ce rôle. Ils sont nombreux. Je ne vais pas citer tout le monde. Merci à Marcona Sanki qui a joué un rôle. Merci à Désiré Nam qui a joué un grand rôle. Je ne l'oublierai jamais, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains faits, mais nous serons d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre pays, le Gabon. Merci à Désiré Nam. Merci à Amnesty International. Merci à Reporters sans frontières. Merci aux journalistes français qui s'étaient mobilisés aussi pour moi, pour que je parte du Cameroun. J'ai passé 5 ans en France. Je n'ai pas eu de problème avec les Français. J'ai eu des problèmes avec les Gabonais. La France, c'est ma terre d'accueil. Où que j'aille, je reviendrai de temps en temps. Parce que je suis reconnu comme réfugié politique, mais avec résidence en France. Je ne pars que pour les raisons de sécurité. Mais je reviendrai. C'est mon deuxième pays. Mon souhait, après 5 ans d'exil, c'est que les Gabonais s'impliquent dans ce combat pour libérer le pays. Mon souhait est que le Gabon ne se vide pas, parce qu'aujourd'hui, le pays est déjà vidé de ses enfants. On a plus de métèques profito-situationnistes aujourd'hui que des enfants. Et quand c'est des métèques qui ne peuvent pas aimer le Gabon comme si c'était les vrais enfants du pays. J'ai fait une première partie du travail en 5 ans. Ceux qui reconnaîtront ce travail, tant mieux. Ceux qui diront qu'il n'a rien fait comme d'habitude, je m'incline. Moi, au fond de moi, je sais que je ferraillais de ma plume et de ma voix contre la dictature qui sévit au Gabon, contre les injustices sociales. Si les gens ne le reconnaissent pas, ce n'est pas de ma faute. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, c'est la faute des yeux. Donc, je continuerai ce travail parce que je me sens investi d'une mission divine qui consiste à défendre les causes des plus faibles. Je n'aime pas les injustices. J'ai l'injustice.
Je déteste les gens qui aiment l'injustice. Même quand je n'ai pas envie de parler, devant une situation d'injustice, quand je m'étais, j'ai des démangeaisons buccales. Donc, je ne me tairai pas. Où que je sois, je serai souvent là. Mais si vous me voyez absent, 1, 2, 3, 4 jours, je ne parle pas alors qu'il y a des situations qui m'interpellent. Posez-vous des questions. Je peux être malade. Tout comme je peux aussi être passé de l'autre côté du monde. Parce que je suis humain, je suis mortel comme tous les autres. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, il serait mieux de chercher à se renseigner. Je sais qu'ils ne sont pas nombreux à prendre de mes nouvelles. Bon, mais je suis fortifié par quelque chose. C'est que ceux qui me détestent ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui m'aiment. Il y a des gens qui me détestent parce qu'on m'aime. Ça, je le sais. Donc, je serai là, je peux prendre l'engagement ce soir pour vous dire que je serai toujours là dans ce combat pour la libération du Gabon, quel que soit le temps que ça prendra. Je me suis préparé pour y rester le maximum de temps jusqu'à ce que le pays se libère. Je vous assure, je ne suis pas de ceux-là qui disent ah, je souffre. Je ne souffre pas puisque je mange à ma faim, puisque ma maison est payée par l'État français. Je n'ai même pas besoin de... Je n'ai pas faim. En France, il y a les restos du cœur. Or, au Gabon, les restos du cœur, ce sont les poubelles maintenant. Donc, je ne suis pas pressé de rentrer au Gabon. Et d'ailleurs, tant que ce régime sera là, je ne rentrerai pas au Gabon. Tant que les Bongos seront au pouvoir, je ne rentrerai pas au Gabon. Donc, je vais faire ce combat avec la même perspicacité, avec la même détermination. Plus rien ne me fait peur. Plus rien ne me fait peur. Je l'ai dit, les fesses de la marmite ne craignent pas le feu. Les fesses de la marmite ne craignent pas le feu. Donc, j'ai dépassé le stade d'avoir peur. Que tel vienne me porter plainte, tout ça c'est zéro. Je vous assure que j'ai plus peur de ça. Ma peur, c'est de mourir et de décourager les autres résistants. Parce que je sais que si je suis demain assassiné, beaucoup vont se décourager. Ils ont dit s'ils l'ont atteint, pourquoi pas nous? C'est surtout ça. Parce qu'à chaque fois qu'un soldat tombe au front, ça démotive les troupes. C'est surtout ça. Mais mourir aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Je suis préparé à ça. C'est pourquoi je vous l'ai dit, j'ai pris ce drapeau. Et si jamais je meurs en exil, faites-moi cet honneur d'envelopper ces drapeaux autour de mon cercueil. Et de vous battre, quitte à vendre mes biens, ma voiture et le reste, pour envoyer mon corps au pays, si l'assurance ne suffit pas. Parce que je me suis préparé pour ça. Au stade où je suis, j'ai fait tous les sacrifices nécessaires. Et plus rien ne peut être cher que ce que j'ai sacrifié déjà. Sacrifier ma liberté de jeune homme. Parce que je ne vis plus comme je vivais. Je n'ai plus cette liberté. Je ne respire pas comme je l'étais au Gabon. J'étais habitué à mon manger natal. Et d'ailleurs, chaque semaine, je me retrouvais dans mon manger natal pour aller me balader à la plaine parce que j'ai un amour fou pour la nature. Donc, je me retrouvais chaque week-end à Manji, mon Manji natal, pour aller euh, voir les animaux, parce que nous avons de beaux paysages là-bas, à Manji. J'étais là-bas, et ne plus vivre ça, ça me fait mal, parce que ce n'est plus la même chose ici. Manji me manque, évidemment. Mon Gabon me manque, et Manji me manque aussi. Donc, je me dis, bon, il faut que ce combat finisse. Parce que il a trop mis en difficulté de nombreuses familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles ne se parlent plus.
beaucoup de liens se sont effrités. Les liens de famille se sont effrités. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Souvent, je vous assure que je mal. Mal de voir des cousins qui viennent en France, mais parce que ils sont du parti au pouvoir, ils ne peuvent plus m'appeler pour me dire qu'ils sont là. Je vois les photos sur Facebook qu'ils sont aux Champs-Élysées, ils sont à tel endroit avec des personnes avec qui n'ont même pas de lien de famille. Mais moi, ils ont peur de m'approcher parce que s'ils m'approchent, ils auront des comptes à rendre quand ils vont rentrer au pays. Ça fait très mal. Parce que c'est des gens avec lesquels j'ai grandi. Et se retrouver dans un pays comme la France, ça nous permet de revivre les temps forts de notre enfance. Mais malheureusement, la politique a mis des clivages entre nous aujourd'hui et on ne peut pas justement se voir. Et ça, c'est ce qui me fait mal aussi. Autre chose qui me fait mal, c'est d'ailleurs en ce qui concerne cet aspect. Il y avait un jour, à mon anniversaire, mon dernier anniversaire l'année dernière, il y avait un fonctionnaire qui était venu du Gabon. Et on lui a dit qu'il y avait un anniversaire, il y a une surprise qu'on fait à quelqu'un. Et c'est d'abord la famille d'Olivier qui avait fait cette surprise. Ils sont partis dans un parc. Mais dès que je suis arrivé, le fonctionnaire là a pris peur. Il a tout de suite pris sa compagnie de partir parce qu'il ne voulait pas apparaître sur les photos. Paraître sur les photos d'anniversaire de Jonas Moulenda, c'est un crime de lèse-majesté. Il a fait un démarrage en côte, comme on dit. Il est parti. Donc vous voyez, ça fait mal. Ne pas voir ses enfants, ne pas voir sa mère, ne pas voir mon Mandi natal où j'ai grandi, ne pas aller communier avec les génies de chez moi. Ça m'affaiblit moralement parce qu'on se dit, est-ce que je repartirai là-bas? Quand je regarde des photos, je me dis, est-ce que je repartirai encore là-bas? Ou bien, je ne repartirai plus. C'est comme un rêve qui s'éternise, un rêve qui dure, un rêve sombre, parce que on ne sait pas à quel moment on repart. C'est un saut dans l'inconnu. Et malheureusement, quand on est un lutteur, il y a des décisions qu'on fait. Mais la première arme d'un lutteur, c'est son moral. C'est son moral. C'est pourquoi je me force, en dépit des circonstances, de garder le moral. Parce que c'est la première arme pour ne pas tomber au front. Parce qu'en France, il y a des maladies qu'on ne connaît pas au Gabon. Au Gabon, on ne connaît pas trop la dépression. On ne connaît même pas la déprime. La vie est belle, quand il y a un souci, on va chez les parents. Mais ce n'est pas le cas de la France. Chacun a ses problèmes. Donc, je me suis retrouvé et j'ai échappé à tout ça grâce à ces gens que j'ai cités qui m'ont pris comme leur enfant sans faire de différence. Et j'ai compris qu'il y a des familles intègres. Parce que cette famille que j'ai citée, par exemple, la famille d'Olivier, connaît partout où j'ai habité. Mais jamais elle m'a vendu pour dire qu'il habite là-bas. Et pourtant, je n'ai pas un lien de sang direct. Mais il y a des gens qui sont des proches. Ou des gens avec qui j'ai en partage mon sang. Qui m'ont vendu. Et c'est ça l'aspect le plus douloureux. 5 ans, j'ai fait des choses, mais 5 ans, il y a un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce que j'ai pas pu me reconstruire totalement. Se reconstruire, c'est fonder une autre famille. Il me faut absolument fonder une autre famille. Parce que celle restée au pays s'est dilatée. Je n'ai pas, moi, voulu prendre en otage celle qui partageait ma vie au Gabon en disant, il faut que tu m'attendes. Parce que je ne sais pas à quel moment je vais repartir. J'ai été obligé à un moment donné de dire, bon, écoute,
tu es encore jeune, je te laisse le temps de faire ta vie. Parce que je ne veux pas te perdre du temps. Puisque c'était devenu un amour impossible. Elle ne pouvait pas venir ici à cause de sa famille, qui est proche du pouvoir. J'ai respecté, je sais que ça a été pénible pour elle, ça a été douloureux pour elle. Mais ce que je reconnais, c'est que elle aurait été une femme de caractère, une femme protectrice, parce qu'elle m'a beaucoup protégé. Il n'y a pas une fille que j'ai connue qui était plus proche de Bongo que sa famille. Mais elle m'a protégé. Jamais à un moment donné, elle a voulu me vendre. Jamais à un moment donné, elle a accepté qu'on parle du mal de moi. D'ailleurs, elle leur disait, écoutez, si vous voulez l'atteindre, c'est pas par moi que vous passerez. Elle mérite donc mes encouragements et elle a toute mon estime et mon admiration. 5 ans après l'exil, j'ai toujours du respect pour elle. Et j'ai prié aussi Dieu chaque jour pour que qu'il veille sur lui, pour qu'elle puisse trouver une vie équilibrée après mon départ, parce que c'est difficile, elle me l'a dit. Après mon départ, la vie paraît dépeuplée, sa zone de confort n'existe plus. C'est normal, quand vous avez fait 7 ans avec une personne, reprendre à zéro, c'est compliqué. Reconstruire, c'est compliqué parce que le foyer, c'est l'œuvre la plus difficile à bâtir. Le foyer, c'est l'œuvre la plus difficile à bâtir. La maison, on peut la bâtir quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter tout le matériel, recruter des ouvriers qui peuvent travailler jour et nuit au bout d'un mois pour avoir votre maison montée. Mais le foyer, c'est pas évident. Parce que il faut trouver une personne avec laquelle tu as vraiment des affinités. Une personne qui te comprenne sans trop d'explications. Et surtout pour mon cas, c'est encore plus délicat. Parce que je suis obligé de tenir compte de certains détails. Je peux paraître insupportable à certains moments. Parce qu'il y a des détails désormais, je prête attention. Avec ce que j'ai vécu, je suis déjà suffisamment édifié. Donc la personne qui va arriver, elle n'aura pas un chèque à blanc. Que la personne fasse ses preuves. Mais si la personne a un petit corps, elle va démissionner dans les premiers jours. Parce que j'ai fait confiance sur la base de la bonne foi. La seule expérience qui a marché, c'était avec celle qui est restée au Gabon. Parce que je l'ai connue. 7 jours après notre rencontre, je l'ai mise à la maison chez moi. Les gens disaient, ça ne va pas marcher, c'est tôt, vous venez de vous connaître. 7 jours après notre rencontre, je l'ai mise chez moi à la maison. Et elle a fait 7 ans jusqu'à mon départ en exil. Ça aurait été une expérience unique, une expérience exceptionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui je ferai encore confiance aveuglement? Non, avec le statut que j'ai acquis, ça ne va plus être ça. Donc ma vie est devenue plus difficile en exil. Ma vie a perclité, j'essaie de la reconstruire. Je vais la reconstruire ici ou ailleurs, ça se fera. Ce n'est pas une sinécure, j'en suis persuadé. Je sais que je suis difficilement supportable aussi de par mes exigences parce que au-delà de l'homme qu'on connaît, il y a un homme spirituel qui est là, qui a des contraintes. Et rares sont les femmes qui supportent ces contraintes, par exemple. Mais je viens de quelque part et c'est tout ça qui fait ma force. C'est ce qui fait que j'ai pu tenir jusqu'à ce jour, que j'ai pu échapper aux choses trappes qui ne manquaient pas sur mon chemin. Donc, je vais croire, je suis persuadé que le meilleur est à venir. Malgré les difficultés que je traverse, je vous assure que ce n'est pas gai. Il y a des gens qui disent oui, tu es bien en France, tu es bien porté en France. D'accord, en France, on se soigne gratuitement. On peut manger gratuitement dans les restos de corps. On peut tout faire. On peut être logé par l'État français. D'accord. Mais le pays est précieux. Et quand on est loin de sa famille, quand on est loin de ses enfants, quand on découvre que ses enfants grandissent, qu'à travers les photos, quand j'ai vu ma fille qui est restée mineure, elle est devenue majeure, rien que les photos, je vois, elle est devenue grande fille. C'est pas gai. Donc, moi j'ai foi en l'avenir. Je sais que le Gabon va se libérer.
avec ou sans moi, le Gabon va se libérer. Mais mon souhait de voir la libération de ces pays et on verra bien. Mais je sais que tout ce qui est en train de se passer, c'est le début de la fin. La confusion, on avait parlé, je vous avais dit, il y aurait la confusion dans ces camps. La confusion a commencé. Vous voyez comment les membres de ces camps d'en face sont en train de... C'est palabrer eux-mêmes. Ils sont en train de détruire leur camp eux-mêmes. Nous sommes là, on assiste. Parce que quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Donc, moi j'ai foi en l'avenir. J'ai foi au lendemain. Je sais que le Gabon va changer. Et je sais aussi que ma vie va changer positivement. J'en suis persuadé. Tant que je n'ai pas désobéi au loi de la nature, tant que je n'ai pas désobéi à ma famille et à la société, je sais que je réussirai ce combat. Avec vos prières également. Parce que c'est vous qui faites ma force. C'est vous qui avez fait que pendant 5 ans, je tienne. C'est pas facile. Parfois, on craque. Surtout quand on est en exil. Parce que la vie est monotone. Surtout quand on a des déceptions amicales ou amoureuses ou familiales. Parce que les déceptions familiales existent aussi. Vous avez des parents qui trahissent. Vous avez des parents qui vont aller soutenir le camp d'en face. J'en ai eu dans ma famille. Des gens comme ça qui, pendant l'élection présidentielle, sont allés soutenir Ali Bongo. Alors qu'ils savent que je suis en exil à cause d'Ali Bongo. Alors qu'ils savent qu'en votant pour Ali Bongo, ils ont ferré mon chemin de retour. Donc j'ai eu des déceptions comme ça. J'ai pris ça sur moi. Sur le plan amical, pendant ces 5 ans, j'ai eu des déceptions. Sur le plan amoureux également, j'en ai eu. Mais ça ne m'a pas fait trop mal parce que si on m'enlève une femme, il y a Dieu met sur mon chemin une autre. Certainement que ma future épouse existe déjà. C'est parmi, forcément, les gens que j'ai déjà rencontrés, sauf si la personne sort de l'ombre, sauf s'il y a un miracle. Mais je sais que ma future épouse sortira certainement des gens que j'ai connus, que j'ai déjà identifiés. Et après, je reprendrai une vie normale, comme tout citoyen. Mais pour le moment, il n'y a pas de place pour une vie de famille équilibrée. Parce que la vache qui court se nourrit peu. La vache qui court se nourrit peu. Donc, merci pour vos prières qui m'ont permis de rester en vie pendant toutes ces années. 5 ans, c'est passé vite. Je m'en suis pas rendu compte. Je vous assure que je n'ai pas vu les années passer. C'est passé très vite. En même temps, je voyais la lenteur en termes de temps par rapport à la libération du pays. Mais en termes des mesures du temps, c'est passé très vite. Je n'ai pas vu les années passer. J'ai eu 5 ans. C'est seulement en regardant certaines photos que j'ai faites, parce que j'ai fait des albums de l'exil. Je me rends compte que finalement, j'ai vieilli en exil. C'est la volonté de Dieu. Je m'incline. Je vous remercie pour votre soutien. C'est vous qui m'avez donné souvent la force d'être là. La force de combattre. Parce que vous êtes comme les tam-tams. Et les tam-tams encouragent le danseur. C'est grâce à vous que je me bats. Je me bats pour vous. Je me bats pour moi. Je me bats pour eux. Et je me bats pour nous tous. Je vous dirai merci pour vos prières. Moi aussi, je ne vous oublie pas dans mes prières. Quant à ceux qui sont partis très tôt pour avoir mis dans leur tête des idées saugrenues, c'est un regret pour eux. Je serai là pour défendre les causes des faibles. N'hésitez pas de m'appeler, quel que soit le moment. Je réponds souvent au téléphone quand je vois des appels, quel que soit le moment. Appelez s'il y a un souci. Je serai là. Je suis le dos du chien, habitué au coup dur. Quand vous n'arrivez pas à parler, vous avez une bouche qui est là, à votre disposition pour parler. Parce que je suis né pour parler. Je suis né pour défendre les causes des plus faibles. Et comme je vous l'ai dit, s'il arrivait que je meure en exil, c'est que c'est la destinée. Il faut prendre cela comme
une exigence du destin. Mais tout ce que je pourrais faire pour me rendre un meilleur hommage sera de prendre mon corps et de le ramener jusqu'à mon Mandji natal pour que je sois enterré entre ma tante paternelle, Charlotte Dissia, et son fils, Chilembika Mbongila, parce que j'aimerais aller me reposer en paix sur la terre de mes aïeux, comme les lamentaires de mythologie africaine. Retour toujours boire à la source. Que Dieu bénisse le Gabon. Amala wali,